Bonjour et bienvenue dans le cours de français C1 de l'école Roudia. Je suis votre professeur Romain. Alors, aujourd'hui dans notre cours, on va s'intéresser à la synthèse de documents oraux. Donc on a déjà fait des synthèses, c'était des synthèses à partir de documents écrits. Maintenant, ça va être des documents oraux. Donc pour commencer, je reprends la définition de la synthèse. On l'a déjà vu, mais c'est toujours bien de revoir. Donc la synthèse, c'est l'opération intellectuelle par laquelle on réunit en un tout cohérent, structuré et homogène divers éléments de connaissances concernant un domaine particulier. Donc la synthèse, ça consiste à réunir des éléments qui proviennent de plusieurs documents en un seul texte qui sera structuré, qui sera logique et qui permettra de développer des idées. Il faut donc bien écouter et réécouter les documents. Vous pouvez les écouter plusieurs fois, autant de fois que vous voulez. Il faut bien les écouter pour bien les comprendre. Ensuite, il faudra sélectionner les informations importantes dans chaque document. Il faudra organiser ces informations. Et enfin, rédiger une synthèse. Donc tout d'abord, on va regarder un petit peu ensemble la méthode qu'on va utiliser. Donc la première chose à faire, c'est d'écouter tranquillement et en détail les documents, afin d'en comprendre le maximum. Par rapport à une synthèse de documents écrits, ici les documents vont être des documents oraux, donc c'est plus dur d'en extraire les informations importantes, parce que quand vous êtes en train d'écouter un document, vous pouvez avoir sauté une information parce que vous écoutiez pas assez, ou parce que vous étiez en train de noter une information et une autre information importante a été dite à ce moment-là. Donc c'est un peu plus difficile de bien trouver, sélectionner les informations. Dans des documents écrits, c'est facile, vous avez tout votre temps pour lire et vous pouvez relire autant de fois que vous voulez. Là, vous pourrez aussi réécouter autant de fois que vous voulez. Ça reste quand même plus difficile de trouver les informations importantes. Donc prenez votre temps, quand vous commencez une synthèse de documents oraux, écoutez, réécoutez autant de fois que vous voulez, c'est vraiment important. Et donc pendant la première écoute, votre objectif, c'est d'avoir une compréhension globale du document. Donc vous pouvez pas tout comprendre en une seule écoute, ça sert à rien de commencer à écrire des détails sur une feuille de brouillon, commencer à écrire des petites informations sur une feuille de brouillon. Votre première écoute, il faut essayer de comprendre le sens global, ce que la personne est en train d'expliquer, est en train de dire, le sens global du document. Ensuite, lorsque vous réécoutez les documents, essayez de trouver les mots et les phrases clés. Donc trouvez les mots clés et trouvez les phrases clés, c'est-à-dire les idées principales. Vous pouvez les classer dans un tableau au brouillon. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour la synthèse de documents écrits, on avait trouvé les mots et les phrases clés et on les avait surlignés dans le texte. Ici, bien sûr, on ne peut pas surligner puisque ces documents sont à l'oral. Donc vous pouvez faire un tableau au brouillon, un tableau en marquant mots-clés, phrases-clés, et écrire toutes les phrases ou tous les mots qui, pour vous, ont de l'importance dans ce document. Donc ensuite, une fois que vous avez sélectionné vos mots-clés, vos phrases-clés, les informations importantes, vous pouvez commencer à utiliser ce tableau pour préparer un plan, préparer une introduction et préparer une conclusion. Je l'ai déjà dit la dernière fois, le plan, c'est quelque chose de très 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 important si vous voulez que vos idées soient cohérentes, que vos idées soient logiques, et que la personne qui lise votre synthèse comprenne ce que vous voulez dire. Donc, prenez votre temps pour préparer un plan. Le plan, c'est sûrement la chose la plus importante et la plus difficile à faire, dans une synthèse et dans toute rédaction en général. Donc, prenez votre temps, vous préparez votre plan, vous écrivez une introduction, vous pouvez déjà commencer à écrire une conclusion. Et c'est seulement une fois que vous aurez un plan au brouillon que vous pouvez commencer à rédiger la synthèse. Si vous avez le plan, rédiger la synthèse, c'est assez simple. Il suffit de suivre les idées de votre plan et de les élaborer un petit peu plus. Ensuite, et comme pour la dernière fois, il y a des choses à ne pas faire, certaines choses qu'il faut éviter lorsque vous écrivez une synthèse. Donc qu'est-ce qu'il faut éviter? Il ne faut jamais utiliser je ou nous. Donc votre but, c'est de présenter les idées d'un auteur, pas vos idées.
Il faut également rester objectif, vous ne devez pas donner votre avis. D'accord? Objectif, ça veut dire rester neutre. Il ne faut pas donner votre avis sur le texte, c'est l'avis de l'auteur que vous donnez. Donc, il y a quand même un moment où vous pouvez utiliser le pronom personnel nous, c'est lorsque vous faites votre introduction. À la fin de votre introduction, il faut expliquer votre plan, il faut introduire votre plan, et à ce moment-là, vous pouvez utiliser nous pour dire dans une première partie, nous verrons, etc., etc., et dans une seconde partie, nous parlerons de, etc., etc. Donc pour introduire les parties de votre plan, vous pouvez utiliser nous, mais c'est la seule fois où vous êtes autorisé à le faire. En français en général, pour tout ce qui est des écrits universitaires ou des écrits scientifiques, par exemple, quand à l'université vous écrivez votre thèse de master, il ne faut pas utiliser le pronom personnel je. On n'utilise jamais le pronom personnel je. On utilise le pronom personnel nous. Donc ici, lorsque vous écrivez une synthèse, votre but c'est d'expliquer les pensées de l'auteur. Donc forcément, vous ne pouvez pas utiliser je et vous ne pouvez pas utiliser nous. La seule fois où on va être autorisé à utiliser le pronom personnel nous, c'est à la fin de l'introduction pour présenter son plan. Et on n'utilisera jamais le pronom personnel je. La deuxième chose à ne surtout pas faire, c'est de citer les documents. Donc ne citez pas les documents. Ici, on vous demande de synthétiser les idées de l'auteur, pas de les citer. Donc entraînez-vous à reformuler les phrases et des idées. La synthèse demandée doit être courte et efficace. Il n'y a pas de place pour les citations. Donc vous devez reformuler les pensées de l'auteur. Ça veut dire trouver une autre façon pour expliquer les pensées de l'auteur. Mais vous ne devez pas citer des phrases entières. Vous pouvez bien sûr utiliser certains mots de vocabulaire que l'auteur a utilisés, mais vous ne pouvez pas citer une phrase. C'est à vous de faire votre synthèse, d'utiliser les idées de l'auteur pour obtenir un texte logique et cohérent. Voilà, on va commencer notre première écoute des documents. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire la synthèse de 2 documents. Si vous passez une épreuve de DALF, ce sera peut-être 3 documents. Aujourd'hui, on va en faire 2 déjà. Donc lors de votre première écoute, ça va être assez difficile de comprendre et de retenir toutes les informations. Donc il ne faut pas essayer de tout comprendre, il faut essayer de comprendre les informations globales et classer les documents et les identifier. Donc vous pouvez voir, j'ai déjà classé les documents pour vous. Document 1, document 2. Votre but ici, après cette première écoute, c'est de dire ce qu'est le document 1 et de dire ce qu'est le document 2. Par exemple, ça peut être le document 1 est un entretien, est une interview avec le joueur de foot, vous donnez son nom, qui parle de, etc., etc. Donc vous dites ce que c'est comme document, qui intervient, si vous connaissez son nom, et son métier, si vous le connaissez aussi, et enfin, de quoi il parle. Voilà, je vous laisse écouter les 2 documents, et on se retrouve juste après.
L'histoire de l'informatique tout l'été sur France Info avec l'apparition des premiers vrais micro-ordinateurs. C'est aux États-Unis que ça se passe dans les années 70. On en parle avec Philippe Neubourg, directeur du musée de l'informatique de Paris. L'Apple II, par exemple, extrêmement connu, un grand succès. L'Apple II arrive en 1978. Steve Jobs et Steve Wozniak, les fondateurs d'Apple, créent cette machine, qui est une machine révolutionnaire parce qu'elle propose de mettre des cartes d'extension. Une machine à l'époque est habituellement fermée et là, Apple décide de l'ouvrir à l'extérieur. On va retrouver des Apple II transformés en caisses enregistreuses ou dans des laveries pour piloter des machines à laver. Les informaticiens vont être géniaux et vont développer des tas de cartes pour pouvoir s'insérer à l'intérieur de l'Apple II. Il faut savoir qu'à l'époque, l'ordinateur, il n'est pas du tout destiné au grand public. Les geeks de l'époque, on les appelle pas encore comme ça, se passionnent pour des ordinateurs qui ont des capacités qui quasiment tous les mois évoluent. On n'allume pas son ordinateur comme aujourd'hui pour aller sur Internet ou exécuter un programme. On l'allume pour développer. Il faut connaître un langage de programmation, le BASIC, le Pascal, le Fortran, etc. Alors l'Apple II, on vient d'en parler, puis il y a l'Altaïr. Alors l'Altaïr, qui est également une machine un petit peu mythique, on la retrouve par exemple dans le film Wargame, où un adolescent américain tente de prendre le contrôle des ordinateurs de la défense et manque de déclencher une guerre mondiale. Et donc c'est cet Altaïr qui est un petit peu le symbole de cette révolution de la naissance de l'informatique. Alors à cette époque, les ordinateurs commencent à communiquer. Oui, on utilise pour ça la ligne téléphonique, le téléphone normal et un petit outil intermédiaire qui s'appelle un modem. Modulateur-démodulateur permet de transformer l'information qui vient de l'ordinateur de manière numérique en une suite de sons qui va passer sur la ligne téléphonique. À l'époque, on transfère des informations à 300 baux. Si on fait une comparaison, à l'époque, télécharger une chanson MP3, il aurait fallu 24 heures de téléchargement pour une seule chanson. Merci Philippe Neubourg, directeur du musée de l'informatique de Paris. Parce que dans votre tête, il y a les facultés dont je viens de vous parler. Il y a la mémoire, il y a l'imagination, il y a la raison. Vous avez 100 000 logiciels pour faire des opérations que vous ne feriez pas sans votre tête, mais votre tête, elle est objectivée. Vous avez perdu la tête. C'est-à-dire que l'homme moderne est un homme qui, pour parodier le fameux titre du roman de Musil, j'appellerais volontiers l'homme sans faculté. C'est-à-dire les facultés désormais sont là, vous les avez perdues, elles sont là devant vous, et tout le savoir, toute l'imagination, toutes les fonctions rationnelles sont là devant vous. Vous avez à votre disposition la tête de Saint-Denis. Très bien. Question maintenant, et qui est la question finale et péremptoire et décisive, mais qu'est-ce qu'il vous reste sur le coup ? Et si vous regardez le tableau en question que je suis en train d'écrire de Bonnat, Bonnat a mis sur la tête décapitée de Saint-Denis une sorte de lumière transparente. Voilà, donc vous avez écouté les documents une première fois. J'espère que vous les avez reconnus. C'est les deux documents qu'on avait déjà travaillés au tout début du dossier numéro 1. Donc on va voir ensemble si vous avez trouvé les réponses. Le document 1, c'est un entretien avec Philippe Neubourg, qui est directeur du musée de l'informatique de Paris, sur la radio France Info, à propos de l'apparition des premiers micro-ordinateurs. Donc tout ça, c'est dit dans l'entretien. Au tout début de l'entretien, le journaliste dit qu'il a donc une interview avec Philippe Neubourg. Il dit aussi qu'il est directeur du musée de l'informatique de Paris. Il dit aussi que c'est sur Radio France. Et il donne le titre de cet entretien, qui est l'apparition des premiers micro-ordinateurs. Donc vous avez toutes les informations ici dans le document pour l'identifier et savoir de quoi ils vont parler. Vous avez peut-être pas trouvé beaucoup d'autres informations pendant votre première écoute, mais au moins vous pouvez trouver ça. Le deuxième document, c'est un extrait d'une conférence du philosophe Michel Serres sur le rôle de l'ordinateur et les transformations cognitives qu'il entraîne chez l'homme. Donc ici, c'était beaucoup plus difficile de trouver la réponse. Là, je vous avoue, toutes les informations n'étaient pas dans le texte. Par exemple, le nom du conférencier, on ne sait pas que c'est Michel Serres, donc on ne peut pas non plus savoir qu'il est philosophe.
On peut juste trouver que c'est une conférence, ou plutôt l'extrait d'une conférence, parce que ça dure pas assez longtemps pour être une conférence entière. Et enfin, avoir le thème global de la conférence, qui est donc l'ordinateur et les transformations cognitives qu'il entraîne chez l'homme. Cognitif, on a expliqué le mot, je crois, la dernière fois. Ça qualifie tout ce qui a rapport avec la pensée, la réflexion. Par exemple, chez l'homme, le calcul est une capacité cognitive. Voilà, maintenant on va procéder à une deuxième écoute. Donc pour la deuxième écoute, essayez de repérer les informations principales de chaque document. Donc les documents sont oraux, on ne peut donc pas surligner comme la dernière fois, mais on peut noter. Donc ne notez pas tout parce que c'est impossible, on ne peut pas noter toute une phrase, toute une idée, ça va trop vite. Essayez de noter les mots-clés et les phrases clés. Donc les mots importants et les phrases importantes. Je vous ai préparé un petit tableau ici. Donc vous voyez, le tableau est séparé par document, document 1 et document 2, et à chaque fois vous avez mots-clés ou phrases clés. Lorsque vous avez une synthèse de documents oraux à faire, essayez au brouillon de faire ça. Donc vous prenez une feuille, et sur cette feuille, vous tracez un tableau dans lequel vous notez les mots-clés et les phrases clés de chaque document. Ça vous permet de trouver toutes les informations importantes sans avoir besoin de trop noter, et donc c'est plus facile. Et une fois que vous avez écrit toutes ces informations importantes, le fait que ce soit dans un tableau rend la lecture de ces informations plus simple. Donc après, pour organiser votre plan, c'est beaucoup plus simple de retrouver les idées si vous les avez notées dans un tableau. Voilà, donc je vous laisse écouter les deux documents une seconde fois et essayer de noter les mots-clés et les phrases clés de chaque document. Vous pouvez écouter les documents plusieurs fois si vous voulez. Normalement, dans une synthèse, vous avez le temps. Donc n'hésitez pas, si vous voulez écouter les documents 2 fois, 3 fois, allez-y. À tout à l'heure.
Voilà, donc L'histoire de l'informatique tout l'été sur France Info avec l'apparition des premiers vrais micro-ordinateurs. C'est aux États-Unis que ça se passe dans les années 70. On en parle avec Philippe Neubourg, directeur du musée de l'informatique de Paris. L'Apple II, par exemple, extrêmement connu, un grand succès. L'Apple II arrive en 1978. Steve Jobs et Steve Wozniak, les fondateurs d'Apple, créent cette machine, qui est une machine révolutionnaire parce qu'elle propose de mettre des cartes d'extension. Une machine à l'époque est habituellement fermée, et là, Apple décide de l'ouvrir à l'extérieur. On va retrouver des Apple II transformés en caisses enregistreuses ou dans des laveries pour piloter des machines à laver. Les informaticiens vont être géniaux et vont développer des tas de cartes pour pouvoir s'insérer à l'intérieur de l'Apple II. Il faut savoir qu'à l'époque, l'ordinateur, il n'est pas du tout destiné au grand public. Les geeks de l'époque, on les appelle pas encore comme ça, se passionnent pour des ordinateurs qui ont des capacités qui quasiment tous les mois évoluent. On n'allume pas son ordinateur comme aujourd'hui pour aller sur Internet ou exécuter un programme. On l'allume pour développer. Il faut connaître un langage de programmation, le BASIC, le Pascal, le Fortran, etc. Alors l'Apple II, on vient d'en parler, puis il y a l'Altaïr. Alors l'Altaïr, qui est également une machine un petit peu mythique, on la retrouve par exemple dans le film Wargame, où un adolescent américain tente de prendre le contrôle des ordinateurs de la défense et manque de déclencher une guerre mondiale. Et donc c'est cet Altaïr qui est un petit peu le symbole de cette révolution, de la naissance de l'informatique. Alors à cette époque, les ordinateurs commencent à communiquer. Oui, on utilise pour ça la ligne téléphonique, le téléphone normal et un petit outil intermédiaire qui s'appelle un modem. Modulateur-démodulateur permet de transformer l'information qui vient de l'ordinateur de manière numérique en une suite de sons qui va passer sur la ligne téléphonique. À l'époque, on transfère des informations à 300 baux. Si on fait une comparaison, à l'époque, télécharger une chanson MP3, il aurait fallu 24 heures de téléchargement pour une seule chanson. Merci Philippe Neubourg, directeur du musée de l'informatique de Paris. Parce que dans votre tête, il y a les facultés dont je viens de vous parler. Il y a la mémoire, il y a l'imagination, il y a la raison. Vous avez 100 000 logiciels pour faire des opérations que vous ne feriez pas sans votre tête, mais votre tête, elle est objectivée. Vous avez perdu la tête. C'est-à-dire que l'homme moderne est un homme qui, pour parodier le fameux titre du roman de Musil, j'appellerais volontiers l'homme sans faculté. C'est-à-dire les facultés désormais sont là, vous les avez perdues, elles sont là devant vous, et tout le savoir, toute l'imagination, toutes les fonctions rationnelles sont là devant vous. Vous avez à votre disposition la tête de Saint-Denis. Très bien. Question maintenant, et qui est la question finale et péremptoire et décisive, mais qu'est-ce qu'il vous reste sur le coup ? Et si vous regardez le tableau en question que je suis en train d'écrire de Bonnat, Bonnat a mis sur la tête décapitée de Saint-Denis une sorte de lumière transparente et un peu incandescente. Vous voyez ? Qu'est-ce qui nous reste sur le coup ? Eh bien, mesdames, messieurs, je voudrais conclure cette conférence par un mot catastrophique. Catastrophique. Les nouvelles technologies nous ont condamnés à devenir intelligents. Nous ont devenu intelligents, c'est-à-dire comme nous avons le savoir devant nous, comme nous avons l'imagination devant nous, etc. Mais oui, nous sommes condamnés à devenir inventifs, à devenir intelligents, c'est-à-dire à devenir transparents. C'est-à-dire nous sommes à distance du savoir, à distance d'imagination, à distance de cognition en général, et il ne nous reste exactement que l'inventivité. C'est à la fois une nouvelle catastrophique pour les grognons, mais c'est une nouvelle enthousiasmante pour les nouvelles générations.
réécouter les deux textes, une fois ou deux fois, comme vous voulez. On va regarder ensemble les mots-clés et les phrases-clés que j'ai choisis pour ces textes. Vous pouvez avoir choisi d'autres mots-clés, d'autres phrases-clés, c'est pas grave. L'important, c'est que vous ayez choisi des mots et des phrases-clés qui vous permettent ensuite de retrouver les idées principales et d'écrire une synthèse. Donc pour le premier document, dans les mots-clés, j'ai choisi tout d'abord Apple II, puisque la majeure partie du document parle de l'Apple II. J'ai choisi carte d'extension, puisque ce qui était important dans l'Apple II, c'était les cartes d'extension qui lui permettaient de s'ouvrir au monde, de modifier l'Apple II en autre chose qu'un ordinateur. Alter, qui était le nom d'un autre ordinateur. J'ai aussi choisi modem, puisque c'est le début de la communication entre les ordinateurs, et télécharger. Pour les phrases clés, j'ai choisi les informaticiens vont développer des tas de cartes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a expliqué des tas de dans le cours précédent. Des tas de, ça veut dire beaucoup de. Donc j'ai choisi cette phrase puisque c'est l'information importante pour moi. Le fait que les informaticiens développent beaucoup de cartes et que l'Apple II va être utilisé pour beaucoup de choses différentes. C'est le début de la révolution informatique. Ensuite, une machine à l'époque est habituellement fermée. Et là, Apple décide de l'ouvrir à l'extérieur. Une fois de plus, c'est la même idée d'ouverture des ordinateurs sur l'extérieur. Dernière idée que j'ai choisie, les ordinateurs commencent à communiquer. Donc, vous pouvez avoir choisi d'autres mots-clés, une fois de plus, c'est pas grave. Vous choisissez des mots-clés qui vous permettent de vous rappeler des idées, d'écrire une synthèse, et c'est bon. Pour le deuxième document, dans les mots-clés, tout d'abord j'ai choisi faculté, tête objectivée. Donc le mot faculté revient très souvent dans cette conférence. Et la tête objectivée, puisqu'il disait que notre tête était devenue un objet, que toutes nos facultés étaient maintenant comprises dans un objet et n'étaient plus dans notre cerveau. Donc pour moi c'était des mots importants. Ensuite j'ai choisi les mots mémoire, imagination et raison qui s'opposent à inventivité et intelligence. Michel Serres, dans sa conférence, il nous dit bien que les capacités cognitives, que sont la mémoire, l'imagination et la raison, maintenant ne sont plus dans notre tête, mais elles sont dans l'ordinateur. Et que dans notre tête, il reste l'inventivité et l'intelligence. Donc j'ai choisi d'opposer les deux dans les mots-clés. Pour les phrases clés, tout d'abord j'ai choisi « Vous avez perdu la tête », qui est une phrase qui est assez drôle et qui montre que, effectivement, on a perdu nos capacités. J'ai choisi aussi « L'homme sans faculté ». Une fois de plus, ça montre que l'homme a perdu ses facultés. Vos facultés sont là, devant vous. C'est encore un peu la même idée de dire que nos facultés sont dans l'ordinateur. Nous sommes condamnés à devenir intelligents. C'était une idée importante de Michel Serres dans sa conférence, de dire que comme nos facultés étaient dans l'ordinateur, il nous restait plus maintenant que l'intelligence, et donc on était obligé de devenir intelligent. Voilà, c'est les phrases clés et les mots-clés que j'avais choisis pour ces deux documents. Vous pouvez voir, regarder un petit peu si vos mots-clés sont un peu les mêmes ou pas. De toute façon, si vous pouvez écrire une synthèse avec vos mots-clés, c'est suffisant. Voilà, donc vous avez noté tous vos mots-clés sur votre feuille. On va faire une troisième écoute des deux documents. Et cette fois-ci, votre but, c'est un but important pour une synthèse, c'est de repérer le thème commun aux deux documents et de compléter vos notes. Si vous voulez noter d'autres mots-clés, vous pouvez. Si vous avez d'autres informations à noter, allez-y. Mais votre but principal maintenant, c'est de repérer le thème commun aux deux documents. C'est uniquement une fois que vous aurez le thème commun que vous pourrez établir votre synthèse. Donc je vous laisse écouter une troisième fois. Bon courage, je sais que c'est long. C'est bientôt fini.
l'histoire de l'informatique tout l'été sur France Info avec l'apparition des premiers vrais micro-ordinateurs. C'est aux États-Unis que ça se passe dans les années 70. On en parle avec Philippe Neubourg, directeur du musée de l'informatique de Paris. L'Apple II, par exemple, extrêmement connu, un grand succès. L'Apple II arrive en 1978. Steve Jobs et Steve Wozniak, les fondateurs d'Apple, créent cette machine, qui est une machine révolutionnaire parce qu'elle propose de mettre des cartes d'extension. Une machine à l'époque est habituellement fermée, et là, Apple décide de l'ouvrir à l'extérieur. On va retrouver des Apple II transformés en caisses enregistreuses ou dans des laveries pour piloter des machines à laver. Les informaticiens vont être géniaux et vont développer des tas de cartes pour pouvoir s'insérer à l'intérieur de l'Apple II. Il faut savoir qu'à l'époque, l'ordinateur, il n'est pas du tout destiné au grand public. Les geeks de l'époque, on les appelle pas encore comme ça, se passionnent pour des ordinateurs qui ont des capacités qui quasiment tous les mois évoluent. On n'allume pas son ordinateur comme aujourd'hui pour aller sur Internet ou exécuter un programme. On l'allume pour développer. Il faut connaître un langage de programmation, le BASIC, le Pascal, le Fortran, etc. Alors l'Apple II, on vient d'en parler, puis il y a l'Altaïr. Alors l'Altaïr, qui est également une machine un petit peu mythique, on la retrouve par exemple dans le film Wargame, où un adolescent américain tente de prendre le contrôle des ordinateurs de la défense et manque de déclencher une guerre mondiale. Et donc c'est cet Altaïr qui est un petit peu le symbole de cette révolution, de la naissance de l'informatique. Alors à cette époque, les ordinateurs commencent à communiquer. Oui, on utilise pour ça la ligne téléphonique, le téléphone normal et un petit outil intermédiaire qui s'appelle un modem. Modulateur-démodulateur permet de transformer l'information qui vient de l'ordinateur de manière numérique en une suite de sons qui va passer sur la ligne téléphonique. À l'époque, on transfère des informations à 300 baux. Si on fait une comparaison, à l'époque, télécharger une chanson MP3, il aurait fallu 24 heures de téléchargement pour une seule chanson. Merci Philippe Neubourg, directeur du musée de l'informatique de Paris. Parce que dans votre tête, il y a les facultés dont je viens de vous parler. Il y a la mémoire, il y a l'imagination, il y a la raison. Vous avez 100 000 logiciels pour faire des opérations que vous ne feriez pas sans votre tête, mais votre tête, elle est objectivée. Vous avez perdu la tête. C'est-à-dire que l'homme moderne est un homme qui, pour parodier le fameux titre du roman de Musil, j'appellerais volontiers l'homme sans faculté. C'est-à-dire les facultés désormais sont là, vous les avez perdues, elles sont là devant vous, et tout le savoir, toute l'imagination, toutes les fonctions rationnelles sont là devant vous. Vous avez à votre disposition la tête de Saint-Denis. Très bien. Question maintenant, et qui est la question finale, et péremptoire, et décisive, mais qu'est-ce qu'il vous reste sur le coup ? Et si vous regardez le tableau en question que je suis en train d'écrire de Bonnat, Bonnat a mis sur la tête décapitée de Saint-Denis une sorte de lumière transparente et un peu incandescente. Vous voyez ? Qu'est-ce qui nous reste sur le coup ? Eh bien, mesdames, messieurs, je voudrais conclure cette conférence par un mot catastrophique. Catastrophique. Les nouvelles technologies nous ont condamnés à devenir intelligents. Nous ont devenu intelligents, c'est-à-dire comme nous avons le savoir devant nous, comme nous avons l'imagination devant nous, etc. Mais oui, nous sommes condamnés à devenir inventifs, à devenir intelligents, c'est-à-dire à devenir transparents. C'est-à-dire nous sommes à distance du savoir, à distance d'imagination, à distance de cognition en général, et il ne nous reste exactement que l'inventivité. C'est à la fois une nouvelle catastrophique pour les grognons, mais c'est une nouvelle enthousiasmante pour les nouvelles générations.
Voilà. Donc, quel thème commun avez-vous trouvé à ces deux documents ? Voici le thème commun que moi j'ai trouvé. Donc, le thème commun aux deux documents est l'apparition des technologies de l'informatique et les changements qu'elle produit dans notre vie. Dans le premier document, Philippe Newbourg nous explique les changements que l'Apple II et les ordinateurs en général apportent dans la vie quotidienne. Et dans le deuxième document, Michel Serres nous explique les changements que l'informatique apporte au niveau cognitif, dans notre façon de penser, dans nos facultés cognitives. Donc le thème commun, c'est bien l'apparition des technologies de l'informatique et les changements qu'elle produit dans nos vies. Voilà, on va maintenant regarder ensemble les transcriptions des deux enregistrements. Donc on les a déjà vus la dernière fois, je vais pas réexpliquer tous les mots. On va les regarder ensemble et vous pouvez voir que j'ai mis en couleur les mots-clés et les phrases clés. Donc je vais lire les transcriptions, réexpliquer un petit peu le sens, mais je vais pas réexpliquer tous les mots. Donc le premier document, l'entretien avec Philippe Newbourg, l'histoire de l'informatique tout l'été sur France Info, avec l'apparition des premiers vrais micro-ordinateurs. C'est aux États-Unis que ça se passe, dans les années 70. On en parle avec Philippe Newbourg, directeur du musée de l'informatique de Paris. Donc ici, dans cette première phrase, vous avez toutes les réponses à la première question que je vous ai posée. De quel type de document il s'agit, qui est l'intervenant, son métier, et de quoi le document va parler. Donc la réponse de Philippe Newbourg, l'Apple II, par exemple, extrêmement connu, a un grand succès. L'Apple II arrive en 1978. Steve Jobs et Steve Wozniak, les fondateurs d'Apple, créent cette machine qui est une machine révolutionnaire parce qu'elle propose de mettre des cartes d'extension. Donc ici, j'ai surligné Apple II et carte d'extension parce que Philippe Newbourg nous dit que l'Apple II est une machine révolutionnaire du fait des cartes d'extension. Donc c'était les mots importants de cette partie. On continue la lecture. Qu'est-ce que c'est ? Une machine, à l'époque, est habituellement fermée. Et là, Apple décide de l'ouvrir à l'extérieur. On va retrouver des Apple II transformés en caisses enregistreuses ou dans les laveries pour piloter les machines à laver. Donc je m'arrête ici tout d'abord. J'ai choisi de surligner cette phrase parce que c'est justement parce que Apple a décidé d'ouvrir ces machines à l'extérieur qu'on va avoir des applications qui vont changer, qui vont révolutionner notre monde.
Du fait de cette ouverture sur l'extérieur, il va y avoir de nouvelles utilisations de l'Apple II, comme ce qu'il a donné, par exemple dans les laveries pour piloter les machines à laver, ou alors transformé en caisse enregistreuse. On continue. Les informaticiens vont être géniaux et vont développer des tas de cartes pour pouvoir s'insérer à l'intérieur de l'Apple II. Il faut savoir qu'à l'époque, l'ordinateur, il n'est pas du tout destiné au grand public. Les geeks de l'époque, on ne les appelle pas encore comme ça, se passionnent pour des ordinateurs qui ont des capacités qui, quasiment tous les mois, évoluent. On n'allume pas son ordinateur comme aujourd'hui pour aller sur Internet ou pour exécuter un programme. On l'allume pour développer. Il faut connaître un langage de programmation, le BASIC, le Pascal, le Fortran, etc. Ici, j'avais choisi de souligner cette phrase « Les informaticiens vont être géniaux et vont développer des tas de cartes » parce que c'est du fait que les informaticiens commencent à développer beaucoup de cartes que beaucoup d'applications vont surgir, beaucoup d'applications vont apparaître. Ensuite, dans ce paragraphe, Philippe Newbourg nous dit qu'à l'époque, les ordinateurs ne sont pas grand public. Ça veut dire qu'à l'époque, il y a peu de gens qui utilisent les ordinateurs. Et les gens qui utilisent les ordinateurs, ils les utilisent pas comme nous pour aller sur Internet, mais ils les utilisent pour faire de la programmation, pour créer des logiciels. On continue la lecture. Alors, l'Apple II, on vient d'en parler, et puis il y a l'Alter. Alors, l'Alter, qui est également une machine un petit peu mythique. On la retrouve par exemple dans le film Wargame, où un adolescent américain tente de prendre le contrôle des ordinateurs de la défense et manque de déclencher une guerre mondiale. Et donc, c'est cet Alter qui est un petit peu le symbole de cette révolution, de la naissance de l'informatique. Alors, à cette époque, les ordinateurs commencent à communiquer. Donc ici, j'ai choisi de surligner la phrase « les ordinateurs commencent à communiquer », puisque une des grandes choses que l'ordinateur a apporté, c'est justement la communication entre les ordinateurs, mais aussi entre les hommes. Et ça a révolutionné beaucoup de choses dans notre société moderne. Donc j'ai pensé que c'était un point intéressant. Je continue. Oui, on utilise pour ça la ligne téléphonique, le téléphone normal et un petit outil intermédiaire qui s'appelle un modem, modulateur, démodulateur. Il permet de transformer l'information qui vient de l'ordinateur de manière numérique en une suite de sons qui va passer sur la ligne téléphonique. À l'époque, on transfère des informations à 300 mots. Si on fait une comparaison, à l'époque, télécharger une chanson MP3, il aurait fallu 24 heures de téléchargement pour une seule chanson. Merci Philippe Newbourg, directeur du Musée de l'informatique de Paris. Ici, j'ai choisi les mots-clés modem et télécharger, puisque une des révolutions de l'ordinateur, c'est justement Internet, avec les téléchargements, et le modem qui est la machine qui a permis de relier les ordinateurs au téléphone. Ça a entraîné énormément de changements dans nos sociétés. Donc voilà pour le premier texte. Je vous conseille de le réécouter. Maintenant que vous avez la transcription, vous pouvez essayer de réécouter ce document plusieurs fois avec la transcription et compléter un petit peu vos idées, vos mots-clés. C'est plus facile d'avoir le texte sous les yeux. Si vous pensez qu'il vous manque des mots-clés, essayez de les rajouter maintenant. Prenez votre temps et on voit le deuxième document tout de suite après.
L'histoire de l'informatique tout l'été sur France Info avec l'apparition des premiers vrais micro-ordinateurs. C'est aux États-Unis que ça se passe dans les années 70. On en parle avec Philippe Neubourg, directeur du musée de l'informatique de Paris. L'Apple II, par exemple, extrêmement connu, un grand succès. L'Apple II arrive en 1978. Steve Jobs et Steve Wozniak, les fondateurs d'Apple, créent cette machine, qui est une machine révolutionnaire parce qu'elle propose de mettre des cartes d'extension. Une machine à l'époque est habituellement fermée et là, Apple décide de l'ouvrir à l'extérieur. On va retrouver des Apple II transformés en caisses enregistreuses ou dans des laveries pour piloter des machines à laver. Les informaticiens vont être géniaux et vont développer des tas de cartes pour pouvoir s'insérer à l'intérieur de l'Apple II. Il faut savoir qu'à l'époque, l'ordinateur, il n'est pas du tout destiné au grand public. Les geeks de l'époque, on les appelle pas encore comme ça, se passionnent pour des ordinateurs qui ont des capacités qui quasiment tous les mois évoluent. On n'allume pas son ordinateur comme aujourd'hui pour aller sur Internet ou exécuter un programme. On l'allume pour développer. Il faut connaître un langage de programmation, le BASIC, le Pascal, le Fortran, etc. Alors l'Apple II, on vient d'en parler, puis il y a l'Altaïr. Alors l'Altaïr, qui est également une machine un petit peu mythique, on la retrouve par exemple dans le film Wargame, où un adolescent américain tente de prendre le contrôle des ordinateurs de la défense et manque de déclencher une guerre mondiale. Et donc c'est cet Altaïr qui est un petit peu le symbole de cette révolution de la naissance de l'informatique. Alors à cette époque, les ordinateurs commencent à communiquer. Oui, on utilise pour ça la ligne téléphonique, le téléphone normal et un petit outil intermédiaire qui s'appelle un modem. Modulateur-démodulateur permet de transformer l'information qui vient de l'ordinateur de manière numérique en une suite de sons qui va passer sur la ligne téléphonique. À l'époque, on transfère des informations à 300 baux. Si on fait une comparaison, à l'époque, télécharger une chanson MP3, il aurait fallu 24 heures de téléchargement pour une seule chanson. Merci Philippe Neubourg, directeur du musée de l'informatique de Paris. Voilà, on va maintenant regarder ensemble le deuxième document, donc l'entretien avec Michel Serres. Je vais commencer par lire la première partie et on va expliquer un petit peu. Donc parce que dans votre tête, il y a des facultés dont je viens de vous parler. Il y a la mémoire, il y a l'imagination, il y a la raison. Vous avez 100 000 logiciels pour faire les opérations que vous ne feriez pas dans votre tête. Mais votre tête, elle est objectivée. Vous avez perdu la tête. Je vais d'abord m'arrêter là. Donc ici, j'avais choisi faculté. Ensuite, j'avais choisi la mémoire, l'imagination, la raison. Ensuite, votre tête, elle est objectivée. Vous avez perdu la tête. Donc ici, qu'est-ce qu'il explique? Il explique que toutes les facultés comme la mémoire, l'imagination et la raison, on les fait dans notre tête. D'habitude, l'imagination, c'est une faculté de notre tête, une faculté cognitive. Donc il nous dit qu'on a des logiciels dans notre tête pour faire toutes ces opérations. Mais maintenant, avec l'ordinateur, notre tête est devenue un objet. Comme toutes ces opérations, comme la mémoire, l'imagination, la raison, maintenant on utilise l'ordinateur pour les faire, alors notre tête a perdu les capacités de faire ces opérations. Donc il nous dit, vous avez perdu la tête.
Je continue à lire. C'est-à-dire que l'homme moderne est un homme que, pour parodier le fameux titre du roman de Musil, j'appellerais volontiers l'homme sans facultés. C'est-à-dire que les facultés, désormais, sont là. Vous les avez perdues. Elles sont là, devant vous. Et tout le savoir, toute l'imagination, toutes les fonctions rationnelles sont là, devant vous. Vous avez à votre disposition la tête de Saint-Denis. Très bien. Donc ici, il continue d'expliquer la même chose, donc en disant que l'homme a perdu ses facultés cognitives, a perdu ses capacités de raisonnement, d'imagination, de mémoire, et les a transférées vers l'ordinateur. Elles sont là devant vous. Il parle de l'ordinateur. Les capacités sont maintenant dans l'ordinateur. Et donc il nous dit qu'on a à notre disposition la tête de Saint-Denis. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait utilisé la dernière fois un tableau qui montrait Saint-Denis qui s'était fait couper la tête. Donc il compare l'ordinateur avec la tête de Saint-Denis. La tête est devenue un objet. On continue à lire. Question maintenant, et qui est la question finale et péremptoire et décisive. Mais qu'est-ce qu'il vous reste sur le coup? Et si vous regardez le tableau en question, que je suis en train de vous décrire, de Bonnat a mis sur la tête décapitée de Saint-Denis une sorte de lumière transparente et un peu incandescente. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il nous reste sur le coup? Eh bien, mesdames, messieurs, je voudrais conclure cette conférence par un mot catastrophique. Catastrophique. Les nouvelles technologies nous ont condamnés à devenir intelligents. Donc dans cette deuxième partie, il nous explique ce que la perte de nos capacités nous apporte. Donc on a perdu les capacités de mémoire, d'imagination, de raison, toutes les capacités cognitives, on les a perdues et on les a mis dans l'ordinateur. Comme l'ordinateur fait maintenant ces opérations pour nous, notre tête, petit à petit, ne sait plus faire ces opérations. Par contre, il nous dit dans cette partie que comme on ne peut plus faire ces opérations, notre tête va développer d'autres capacités. Quelle capacité elle va développer? Selon Michel Serres, c'est l'intelligence. Donc c'est une partie importante de sa conférence, puisque au départ il nous fait un peu peur en nous disant qu'on perd beaucoup de capacités, mais on gagne une capacité, c'est l'intelligence. On va devenir plus intelligent qu'avant, puisque l'ordinateur n'est pas intelligent. Il a une meilleure mémoire que nous, il a une meilleure imagination que nous, mais il n'est pas intelligent. Donc on va devenir intelligent. Je lis la fin. Nous sommes devenus intelligents, c'est-à-dire, comme nous avons le savoir devant nous, comme nous avons l'imagination devant nous, etc. Mais oui, nous sommes condamnés à devenir inventifs, à devenir intelligents, c'est-à-dire à devenir transparents. C'est-à-dire, nous sommes à distance du savoir, à distance de l'imagination, à distance de cognition en général, et il ne nous reste exactement que l'inventivité. C'est à la fois une nouvelle catastrophique pour les grognons, mais une nouvelle enthousiasmante pour les nouvelles générations. Donc dans cette partie, j'avais surligné inventif et intelligent, puisque ça s'opposait à la mémoire, l'imagination et la raison. Donc l'inventivité et l'intelligence, c'est ce qu'il nous reste, c'est ce que notre cerveau, notre tête va développer. La mémoire, l'imagination, la raison, c'est ce que nous avons perdu, ce que nous avons transféré dans l'ordinateur. Donc voilà pour le second document. Je vous conseille aussi de le réécouter plusieurs fois avec la transcription pour bien comprendre les propos du philosophe, prendre des nouvelles idées si vous avez oublié des mots-clés, si vous pensez qu'il y a d'autres choses importantes que je n'ai pas surlignées ici, vous pouvez les noter dans vos mots-clés. Comme ça, quand nous rédigerons la synthèse lors du prochain cours, ce sera plus facile. Vous aurez déjà beaucoup de mots-clés avec vous et ce sera plus facile pour rédiger. Parce que dans votre tête, il y a les facultés dont je viens de vous parler. Il y a la mémoire, il y a l'imagination, il y a la raison. Vous avez 100 000 logiciels pour faire des opérations que vous ne feriez pas sans votre tête, mais votre tête, elle est objectivée. Vous avez perdu la tête. C'est-à-dire que l'homme moderne est un homme qui, pour parodier le
fameux titre du roman de Musil, j'appellerais volontiers l'homme sans faculté. C'est-à-dire les facultés désormais sont là, vous les avez perdues, elles sont là devant vous, et tout le savoir, toute l'imagination, toutes les fonctions rationnelles sont là devant vous. Vous avez à votre disposition la tête de Saint-Denis. Très bien. Question maintenant, et qui est la question finale et péremptoire et décisive, mais qu'est-ce qu'il vous reste sur le coup? Et si vous regardez le tableau en question que je suis en train d'écrire de Bonnat, Bonnat a mis sur la tête décapitée de Saint-Denis une sorte de lumière transparente et un peu incandescente. Vous voyez ? Qu'est-ce qui nous reste sur le coup? Eh bien, mesdames, messieurs, je voudrais conclure cette conférence par un mot catastrophique. Catastrophique. Les nouvelles technologies nous ont condamnés à devenir intelligents. Nous ont devenu intelligents, c'est-à-dire comme nous avons le savoir devant nous, comme nous avons l'imagination devant nous, etc. Mais oui, nous sommes condamnés à devenir inventifs, à devenir intelligents, c'est-à-dire devenir transparents. C'est-à-dire nous sommes à distance du savoir, à distance d'imagination, à distance de cognition en général, et il ne nous reste exactement que l'inventivité. C'est à la fois une nouvelle catastrophique pour les grognons, mais c'est une nouvelle enthousiasmante pour les nouvelles générations. Voilà, donc aujourd'hui notre cours va s'arrêter ici. Faire la synthèse de ces deux documents, c'était un petit peu trop long pour un seul cours. On va faire le reste dans le prochain cours. Donc lors du prochain cours, qu'est-ce qu'on va faire? On va récapituler les informations obtenues sur les documents. Ensuite, on va écrire un petit résumé de chaque document. À partir de ces résumés, on va préparer un plan, une introduction et une conclusion. Et enfin, on va rédiger une synthèse. Donc, conservez vos tableaux et vos notes, gardez votre tableau de mots-clés, gardez toutes vos notes, parce que vous en aurez besoin la prochaine fois. Si la prochaine fois vous venez écouter le cours et vous n'avez pas vos tableaux, vos notes, vous ne pourrez pas rédiger la synthèse. Voilà, donc je vous conseille de continuer d'écouter un peu ces documents. Prenez toutes les notes possibles pour faciliter votre travail la prochaine fois. Donc notre cours se termine ici et on se revoit très bientôt pour la deuxième partie. Bonne fin de journée. L'horloge tourne, les minutes sont des rides, et moi je rêve d'arrêter le temps.